Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Ngando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le M23 a quitté Goma, mais son chef militaire a tenu à préciser qu'il attendait la signature d'un cessez-le-feu et l'ouverture des négociations avec les gouvernements dans les 48 heures. Sinon, prévient-il, un retour en force n'est pas inenvisageable. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Etienne Ngando, le M23 n'a pas quitté Goma. Ne nous laissons pas berner par les images et les discours officiels. Notre histoire nous apprend que les discours officiels sont souvent des discours pour endormir notre peuple et le rouler dans la farine. Le M23 n'a pas quitté Goma. Le M23 est partout au Congo. C'est-à-dire, le M23 est une émanation du CNDP. Et vous retrouvez aujourd'hui les membres du CNDP à Goma, à Kananga, à Lubumbashi, à Kitona, partout. Donc, quand on dit que le M23 a quitté Goma, on oublie que le M23, c'est le CNDP. Non, le M23 n'a pas quitté Goma. Le M23 est encore sur Goma et dans la plupart des régions de notre pays, des provinces de notre pays, et même à Kinshasa. Hein, le M23 est membre à part entière de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Euh, les liens qu'ils ont noués n'ont jamais été officiellement rompus. Ne nous laissons pas distraire par les discours officiels. Maintenant, c'est le temps des négociations, hein, comme plusieurs le disent. Et certains pensent même que ces négociations qui s'annoncent vont être très délicates pour Joseph Kabila, que d'aucuns affirment très affaibli. Bon, il a cette semaine reçu plusieurs membres de sa majorité pour leur expliquer, selon les médias proches du pouvoir en place, l'évolution de la situation sécuritaire au nord Kivu. Est-ce que Kabila cherche-t-il à avoir la caution morale de sa majorité pour faire de nouvelles concessions au M23? Monsieur Etienne Ngandou, négocier avec le M23 ne veut rien dire. Si le monsieur dont vous parlez négocie avec le M23, cela pourrait être interprété comme un échange interne à l'Alliance pour la majorité présidentielle. Cela ne concerne en rien le peuple congolais dans sa totalité. Je vous rappelle, Monsieur Etienne Ngandou, que le M23 étant une émanation du CNDP, le M23 est membre de la majorité de l'Alliance pour la majorité présidentielle à laquelle appartient le monsieur dont vous parlez. Donc, des négociations qui se passeraient entre le M23 et ce monsieur-là et les membres de son clan seraient des négociations internes à l'Alliance pour la majorité présidentielle. C'est d'un. De deux, si il faut négocier, avec qui faut-il négocier? Il faut négocier avec les acteurs pléniers, c'est-à-dire les initiateurs de la guerre de basse intensité dans laquelle notre pays est plongé depuis les années 90. Négocier avec les marionnettes, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, c'est un gaspillage énorme de temps. Il est important qu'aujourd'hui, les acteurs pléniers de cette guerre sortent sur le devant de la scène au lieu de rester en permanence dans l'ombre, qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils négocient avec les Congolais dans leur immense majorité au grand jour, et les Congolais pourront voir dans quelle mesure répondre à leurs attentes. Passer par des sous-fifres ou des pays satellites, cela n'a aucun sens. Je le dis parce que notre histoire est trop riche en documents qui attestent aujourd'hui que le M23, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et beaucoup d'autres personnes trop visibles sur le devant de la scène dans cette guerre de basse intensité ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Les véritables acteurs agissent dans l'ombre. Ce sont ces acteurs-là qui doivent
sortir au grand jour pour négocier avec le peuple congolais et pas les marionnettes et les sous-fifres. Lambert Mende, Joseph Kabila s'est engagé à écouter les M23, notamment sur base de l'accord signé le 23 mars 2009. Donc, il ne s'agit pas de négociations. Dans ce cas, quelle différence y aurait-il entre négocier et écouter selon vous? Mais Lambert Mende joue au théâtre, je vous l'ai dit, je vous le répète. Lambert Mende avait dit que le M23 ne représente absolument rien, c'est une fiction, et que si il y a des interlocuteurs pouvant être impliqués dans ces négociations-là, c'est le Rwanda. Mais rappelez-vous que certains membres de ce fameux M23 ont dit qu'ils en avaient marre de négocier avec Joseph Kabila dans le secret. C'est parce que la dernière négociation en secret a été dévoilée au grand jour que Lambert Mende essaye de jouer avec nos pieds en disant que ça a été simplement une écoute et non une négociation. Non, ces gens-là sont habitués à se rencontrer en secret, à boutiquer leur marché de matières premières. N'oubliez pas que l'un des fondateurs du M23, M. Bosco Tanganda, est un partenaire commercial de ce monsieur dont vous parlez et que Lambert Mende voudrait couvrir. Rappelez-vous qu'à un certain moment, un hélico a été retenu à l'aéroport de Goma parce qu'il y avait un problème de trafic dans lequel Bosco Tanganda était impliqué et le monsieur dont vous parlez. Vous savez, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe réellement, on peut se laisser prendre par le piège du discours de Mende. Mais quand on sait comment ces messieurs-là opèrent, on ne peut donner aucun crédit à tout ce que Mende est en train de raconter. Mais pourquoi le pouvoir cherche-t-il à nier fermement qu'il négocie avec les M23? Est-ce pour ne pas choquer l'opinion et voilà, ça reste toujours une matière secrète, tabou, on ne veut pas en parler? Monsieur Etienne Ngandou, vous parlez de quel pouvoir? Le pouvoir os de Kinshasa. Mais quand vous parlez du pouvoir os de Kinshasa, vous oubliez que les négociations en secret avec le M23 font partie de son modus operandi. C'est comme ça qu'ils opèrent toujours. Est-ce que vous imaginez que notre pays est en guerre depuis les années 90 et au moment où cette guerre devient intense, le monsieur qui a usurpé le pouvoir après les élections de novembre 2011 va rencontrer ses amis Kagame et Museveni à huis clos. Kagame et Museveni, qui sont les présidents des pays cités par les rapports de l'ONU comme étant les instigateurs et les soutiens du M23. Donc tout ce qu'ils font, ou tout ce qu'ils ont toujours fait, est toujours tenu secret. C'est quand ça éclate au grand jour qu'ils essayent de donner quelques explications, mais ce sont des explications simplement pour distraire et détourner l'attention des Congolais du véritable problème auquel notre pays fait face depuis les années 90. C'est le problème de son occupation, de sa mise sous tutelle, le problème de la guerre de basse intensité soutenue par les élites dominantes anglo-saxonnes. Et ce problème-là, on ne le touche pas. On ne le touche pas. On organise la mort lente mais sûre de nos populations en envoyant certains de nos compatriotes au fond comme des chairs à canon. Bon, en tout cas, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a affirmé ce jeudi 29 novembre au Sénat que le gouvernement avait respecté tous ses engagements signés avec les CNDP. Et dans la liste de ces engagements, il a notamment cité la nomination de plusieurs cadres du CNDP au poste de responsabilité, la promulgation d'une loi d'amnistie par Joseph Kabila portant sur des faits de guerre et non sur les crimes de guerre comme des crimes contre l'humanité. On a comme l'impression dans cette histoire que le pouvoir a toujours bien étroitement collaboré avec les CNDP. Mais tout à fait. Mais aujourd'hui, pourquoi crie-t-il à l'agression?
Ah, ils crient parce que ils se sont mal partagés les revenus de leur marché des dupes. Monsieur Étienne Nando, relisez calmement le premier discours tenu par un membre du CNDP dans un stade à Goma. Qu'est-ce qu'il reproche à ce monsieur et qui sont au pouvoir aujourd'hui, au pouvoir os, j'ajoute toujours pouvoir os parce que eux n'ont pas l'effectivité du pouvoir est ailleurs. Il leur reproche de pouvoir avoir beaucoup trop d'argent, beaucoup plus qu'eux. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là cherche à avoir leur grade militaire promu comme tel? C'est parce que être promu aujourd'hui au grade de militaire dans notre pays permet de faire fonctionner le business à l'est de notre pays. Donc, ils se sont mal partagés le morceau. Il y en a qui aujourd'hui ont un peu plus d'argent que d'autres, et cela crée des dissensions entre eux. Hein? J'aime toujours ce texte d'Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle, quand il dit si tu veux faire des frères, apprends-leur à bâtir ensemble une tour. Mais si tu veux faire des ennemis, jette-leur du grain. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ce sont des inimitiés internes liées au mauvais partage du gâteau. Le gâteau se partage. Il y en a qui ont le plus gros morceau, les Taganda, les Kabila et les autres, et les Makenga n'ont plus rien. Alors ils disent, mais comment est-ce que ce morceau nous appartenant à nous tous, vous accaparez du gros morceau et vous nous laissez, nous, dans la disette? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réajuster le partage du gâteau? Si vous écoutez très bien le discours du M23, au même moment qu'ils disent de Kabila qu'il est un usurpateur, qu'il a volé la victoire à Tshisekedi, ils veulent quand même négocier avec Kabila. Tu vois? Et vous voyez le jeu. Donc le jeu est, à leurs yeux, ce jeu-là paraît subtil, mais c'est un jeu de dupes parce que ce qu'ils se disputent aujourd'hui, c'est le morceau Congo qui est à l'est, le morceau Congo qui est à Kinshasa. Comment faire le partage de manière que tous les membres de l'Alliance pour la majorité présidentielle puissent être servis équitablement? Donc ce n'est pas un problème congolo-congolais, c'est un problème interne à l'Alliance pour la majorité présidentielle qui engrange en son sein des gens venant de toutes parts. Cela d'autant plus que c'est un réseau transnational. Vous avez les gens qui viennent de l'Afrique, vous avez des gens qui viennent de l'Europe, vous avez donc tout le monde est dedans et le problème qui se pose c'est celui du partage du gâteau. Ouais, toujours sur le même sujet, une demande d'interpellation à l'Assemblée nationale de Kinshasa du Premier ministre Matata Mpoyo par un député de l'opposition sur la situation à l'est du pays a été rejetée. Hein. Une fois de plus, la majorité mécanique des Kabila a bloqué au Parlement, prétextant un vice des formes de la demande d'interpellation. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il que ce Parlement, une fois de plus, hein, il ne joue pas son rôle? On a comme l'impression que, comme d'habitude, les décisions viennent d'ailleurs et c'est une caisse de résonance de la mouvance kabiliste. Oui, mais Monsieur Tenando, vous le dites peut-être mieux que moi. Ce Parlement-là n'est qu'une caisse de résonance. C'est-à-dire, il y a une redistribution des rôles au sein de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Hein, il y a des caisses de résonance qui répercutent les décisions qui sont prises ailleurs, de façon que le partage du gâteau se poursuive et de manière très 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 sûre. Donc, comme ces messieurs-là ne travaillent pas pour le pays, tout ce qui va dans le sens de la remise en question de leur orientation, ils ne l'acceptent pas. Ils ont créé une majorité pour pouvoir poursuivre leur participation à la mort lente, mais plus ou moins sûre de notre pays, même si une bonne partie de nos compatriotes a compris le jeu et elle est en train de se mobiliser pour pouvoir arrêter ce jeu qui n'a fait que trop durer.
Et le président du bureau de ce Parlement a notamment affirmé ceci, que il faudrait que nos populations prennent conscience que les chefs de l'État est sur tous les fronts, de même qu'il faudrait un minimum de discipline, non pas seulement au sein de la majorité, mais aussi à tous les niveaux de responsabilité politique pour que tout le monde sache que ce n'est pas les moments où on doit se jeter de responsabilité, mais plutôt les moments de la cohésion et de l'unité nationale. Hein. Voilà un peu ce genre de discours un peu stéréotypé que les kabylistes disent à Kinshasa. Est-ce que cela vous paraît avoir un sens que de tenir ce genre de discours en ce moment précis? Un Pourquoi discours, cherche-t-on à mettre en place une espèce de pensée unique dans laquelle tout le monde doit évoluer? c'est un discours absurde et inutile. C'est un discours qui voudrait travailler à la légitimation du pouvoir usurpé après les élections de novembre 2011. Et n'oubliez pas, Monsieur Etienne Ngandou, que dans tout ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, il y va aussi de cette question-là de la légitimation du pouvoir usurpateur issu des élections chaotiques de 2011, de novembre 2011. Ces gens-là, cette majorité présidentielle, voudrait à tout prix conduire nos populations à accepter et qu'effectivement, le président de la République, c'est celui qu'on appelle Joseph Kabila. Alors que dans les négociations, dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de pouvoir affirmer que ce monsieur-là, avec sa famille politique, sont des tricheurs, des fraudeurs. Alors, vous voyez, du point de vue moral et éthique, ils n'ont plus aucune crédibilité. Mais comme ils savent qu'ils peuvent berner nos populations, les rouler dans la farine quand ils en ont envie, ils poursuivent leur jeu et un jeu absurde et inutile. Toujours sur les mêmes sujets, un mot sur les rôles des puissances occidentales. Hein. Les journaux, les potentiels, cette semaine écrivaient que les États-Unis ainsi que la Grande-Bretagne s'opposent à toutes les sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi cette opposition de la part de ces grandes puissances anglo-saxonnes? Pourquoi la communauté internationale en général ferme les yeux sur les pillages de richesses du Congo et les génocides congolais, plus de 6 millions de morts par les présidents Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda? Monsieur Etienne Ngandou, sur cette question-là, nous sommes plusieurs à être ignorants. Ignorants du modus operandi de ces pays que vous classifiez parmi les grandes puissances. Monsieur Etienne Ngandou, le capitalisme est rentré dans sa phase sénile. Il a besoin de se rajeunir. Et les pays que vous citez font partie du système capitaliste. Quand le système capitaliste, dans sa phase sénile, fonctionne à plein régime, il recourt à la violence structurelle et aussi à la violence brute, c'est-à-dire les dégâts sociaux comme les morts qui peuvent se chiffrer à des millions ou à des milliers ou à des millions rentrent dans les coûts sociaux qui ne rentrent pas dans les calculs du capitalisme dans sa phase sénile. Ce qui importe pour le capitalisme, ce sont les profits pécuniaires, financiers, et pas les coûts humains. Tant que nous ne comprendrons pas que les petites mains du capitalisme ne pourront jamais s'apitoyer sur notre sort. Pourquoi? Parce que le système fonctionne avec des millions et des millions de morts. Mais regardez, rélisons l'histoire et voyons partout où ils ont essayé d'opérer, ils n'ont jamais protégé la vie humaine. La protection de la vie humaine fait partie d'une certaine gauche et qui ne fonctionne plus. Même aujourd'hui même, la gauche fait le jeu du capitalisme parce que le capitalisme constitue aujourd'hui la matrice organisationnelle sur fond
de laquelle fonctionnent la droite et la gauche occidentale. Donc, ne nous leurrons pas en croyant qu'un jour, les petites mains du capital pourront dire oh, il y a eu trop de morts au Congolais, il faudrait maintenant qu'on arrête. Les coûts humains, les coûts sociaux ne leur disent absolument rien, mais rien de rien. Voilà la raison pour laquelle nous devrions nous organiser petit à petit, lentement mais sûrement, pour dire non à ces acteurs pléniers. Alors, quand à un certain moment ils disent que le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas être sanctionnés, c'est-à-dire, ils savent que si jamais ces deux pays-là étaient sanctionnés et que certaines de leurs marionnettes arrivaient à parler, c'est eux-mêmes qui seront visés. Monsieur Tengandu, j'ai peut-être la mauvaise habitude de me référer toujours aux livres. Tant que nous n'aurons pas compris ce que ces livres-là nous ont livré comme message, nous n'avancerons pas beaucoup. Je prends le livre de Florence Hartmann, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Vous lisez ce livre-là. Vous vous rendez compte que quand les membres du FPR, certains membres du FPR ont reconnu avoir commis des crimes au Rwanda et que Kala Del Ponte a cherché à juger ces messieurs-là, Kala Del Ponte a été défenestré du tribunal pénal international pour le Rwanda par les deux grands donateurs que sont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Eux n'oublient pas leur histoire. Nous oublions trop vite notre histoire. Nous tombons facilement dans l'amnésie. La guerre qui se mène chez nous est une guerre de basse intensité orchestrée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. Ces deux pays-là et leurs alliés ne couperont jamais la branche sur laquelle ils sont assis avant de nous avoir écrasés et d'avoir obtenu ce qu'ils poursuivent. Mais est-ce que de notre part, il ne faudrait pas qu'il y ait un effort un peu plus important des communications, d'aller vers les opinions publiques pour expliquer la vraie réalité qu'il y a sur le terrain? Parce que les Congos, les grands médias, les médias dominants ne parlent du Congo que quand il s'agit des situations de guerre ou bien de cette situation des guerres, des famines. Mais ces médias ne vont pas au fond des choses. Ne faudrait-il pas qu'il y ait un effort un peu plus important des communications vers les opinions publiques? Monsieur Etienne Ngandou, les médias dominants dont vous parlez sont les propriétés des multinationales. Or, il est prouvé à ce jour, ne fût-ce qu'en nous référant à un livre comme Noir Canada. Vous lisez Noir Canada, vous vous rendez compte que la guerre de basse intensité, soutenue par les petites mains du capital, est aussi la guerre des multinationales. Comment voulez-vous que les médias aux ordres des multinationales puissent plaider la cause des Congolais? Je vous rejoins en disant, il y a urgence que nous puissions aller vers nos populations pour leur expliquer ce qui se passe réellement. C'est beaucoup plus facile dans la diaspora qu'au pays. Au pays, même les hommes politiques. J'ai suivi il y a 1 ou 2 jours un débat entre les hommes politiques congolais. Même s'ils arrivaient quand même à toucher du doigt les problèmes réels, mais je me rendais compte qu'ils étaient à côté de la plaque. Je me suis posé cette question. Est-ce que les hommes politiques congolais lisent encore? Est-ce qu'ils s'informent? Est-ce qu'ils ont des repères historiques sur cette guerre de basse intensité qui est en train de se mener chez nous? Il y en a un qui fait trop de bruit, qui est sur tous les fronts, mais qui ne semble rien lire. Rien. Alors, quand on le présente de temps en temps comme un grand homme politique, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, mais c'est que nous, Congolais, nous n'avons rien compris à ce qu'on appelle grand homme politique ou grands hommes politiques. Ce monsieur-là qui fait beaucoup de bruit n'est qu'un pion du nouveau désordre mondial. Il n'a
aucune compréhension des enjeux majeurs de ce qui s'est passé. Donc, pour vous rejoindre, nous avons intérêt à aller vers nos populations et à leur parler sur les véritables enjeux de la guerre de basse intensité qui s'émène chez nous. Et là, je voudrais vraiment dire mon admiration pour nos compatriotes qui ont été nombreux à la dernière conférence de presse de Charles Onana à Bruxelles, la dernière conférence sur son livre qui est riche en documents. Le livre est intitulé Europe, crime, et il faut que je retrouve le titre convenable, c'est Europe, crime et les documents qui accusent. Donc quand vous lisez ce livre-là, avec tous les documents qui accusent, vous vous dites, il n'y a rien à espérer de cette fameuse communauté internationale. Ce sont nos populations qui doivent être bien outillées pour pouvoir faire face et revenir à ce que j'estime être la question importante, c'est la question de la vérité des urnes et de la légitimité politique dans notre pays. Monsieur Mbello, pour revenir à l'homme politique dont vous avez parlé tout à l'heure, vous savez, la nature ayant horreur du vide, ben, cet homme politique ne fait qu'occuper un espace qui n'existe pas. Donc, c'est tout à fait légitime de sa part d'occuper cet espace. Je ne sais pas si nous parlons des mêmes hommes politiques, mais je me garde de pouvoir citer son nom. Il s'agit tellement que ceux qui ont foi en lui et en ses agitations estiment que c'est l'oiseau rare qu'il nous faudra pour demain. Et pourtant, il fait partie de la Kabylie et de ceux qui ont fabriqué l'homme qui, bon gré mal gré, préside aux destinées de notre pays aujourd'hui. La nature, vous dites, monsieur Etienne Ngandou, oui, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Mais où est le vide? Le vide n'existe pas parce que, pour le moment, la question qui nous préoccupe, ou qui devrait nous préoccuper, c'est celle de la vérité des urnes. Voilà qu'on a créé expressément la guerre, on a intensifié cette guerre de basse intensité du côté de l'Est pour détourner l'attention des Congolais de la question de la vérité des urnes et de la légitimité populaire. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne le capitalisme du désastre. Il procède par des destructions créatrices. On détruit, pardon, la légitimité politique de nos compatriotes qui avaient gagné aux élections de 2011 et on vous dit non, maintenant le débat c'est la guerre. Mais c'est une distraction. Monsieur Etienne Ngandou, quand vous réalisez notre histoire, vous vous rendrez compte que chaque fois que nous Congolais avons gagné le pari de nous diriger par nous-mêmes, on a toujours inventé quelque chose. Et la question de légitimité ne se pose pas depuis hier ou avant-hier. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué Lumumba? C'est parce que Lumumba avait une légitimité qui venait des tripes des Congolais. Donc, les maîtres du monde, c'est là que j'ai dit, essayons un peu de nous informer. Hein, je reprends le véritable titre du livre de Charles Onana. Celui que j'ai donné là était approximatif. Europe, crime et censure au Congo et les documents qui accusent. Pour revenir à votre question, il n'y a pas de vide. M. Tshisekedi n'est pas encore mort. Il était donné pour mort, mais il est là. Il a été plébiscité le meilleur candidat présidentiable. Mais ce n'est pas ça que les urnes ont donné. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que comme les urnes ne l'ont pas plébiscité au même moment que nos populations, donc les résultats de ces élections-là ne sont pas connus. Voilà comment on réagit, voilà comment on recourt au subterfuge pour pouvoir détourner l'attention des Congolais de celui qu'ils avaient plébiscité comme leur véritable président. Donc,
Cette intensification de la guerre, parce qu'elle est permanente chez nous, ne devons pas nous leurrer. Elle peut encore ressurgir dans un autre coin. Cette intensification signifie détournement de notre attention de la véritable question de légitimation, de légitimité politique. Et quand vous dites la nature a horreur du vide, moi je vous dis, il n'y a pas de vide. Moulin Kwassa est là. Où est le vide? Où est le vide? Il nous a demandé de travailler pour que je puisse avoir l'impérium. Parce que lui, à cet âge-là, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur-là soit encore en train de faire? Il a tout donné. Pendant 30 ans, il n'a fait que ça. Et nous voudrions qu'il soit aujourd'hui sur tous les fronts en train de faire des discours. Il a dit, voilà, je vous donne le meilleur de moi-même pour les dernières années de ma vie. Luttons-nous, battons-nous pour que sa légitimité puisse être reconnue. Même si il lui reste à régner pendant 4, 5, 6 ans, pendant un mandat, qu'il le fasse pourvu qu'il remette le pays sur les rails. Pourquoi est-ce que les choses ne tournent pas aujourd'hui comme il se doit? C'est parce que ceux qui nous invitent à nous mobiliser ne jouissent d'aucune crédibilité morale, d'aucune crédibilité éthique, d'aucune crédibilité politique. Ils n'ont aucune légitimité. On ne peut pas se liguer comme un seul homme derrière des tricheurs, des fraudeurs. Voilà. Il n'y a pas de vide, M. Tengando. Très bien, Monsieur Mbelou. Pour revenir aux grandes puissances, hein, on a appris que la Grande-Bretagne a décidé de ne pas débourser une somme de 33 millions de dollars d'appui au budget du Rwanda pour ce mois de décembre. Et son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la coopération plutôt, a affirmé que le gouvernement britannique a déjà exprimé ses inquiétudes sur des rapports crédibles et irréfutables sur l'implication du Rwanda en RDC aux côtés du mouvement M23. Est-ce que vous pensez que c'est un acte sincère ou bien c'est juste de la communication, puisqu'on sait que Tony Blair est parmi les conseillers très proches de Paul Kagame? Monsieur Etienne Nando, pour lutter contre nos véritables agresseurs, nous devons connaître leur mode opérationnel. 30 millions, Monsieur Tengando. Savez-vous combien ces messieurs-là ont gagné avec le coltan, la cassitérite, l'or et les autres matières premières du Congo? Savez-vous combien? Qu'ils donnent 30 millions au Rwanda ou pas? Ça signifie quoi? Si ces messieurs étaient sincères, ils demanderaient qu'on reconduise la plainte du Congo contre le Rwanda à la Cour internationale de justice. Si ces messieurs étaient sincères, ils citeraient le Rwanda au Conseil de sécurité après avoir entendu le rapport des experts de l'ONU. Ils ne sont pas sincères. Ils ne peuvent pas être sincères parce qu'ils sont lâches. Ce sont des cyniques qui tuent lâchement et qui opèrent dans l'ombre. Ce sont des vampires qui ont peur de la lumière du soleil. Ils n'apparaîtront jamais au grand jour parce que la guerre qui se déroule chez nous, c'est leur guerre. N'oubliez pas que M. Tony Blair et George Bush ont été déjà condamnés comme criminels de guerre, je pense, en Malaisie. Donc il y a déjà un jugement international sur ces deux messieurs-là. Alors comment voulez-vous que nous puissions composer avec un pays qui nous ment? Je ne doute pas de la sincérité de certains membres du gouvernement ou de je ne sais quoi de ce pays-là. Mais le fonctionnement structurel comme tel ne peut pas nous être favorable. Hein. Ils ont lutté contre nous. Ils ont orchestré une guerre de basse intensité contre nous. Et je venais d'évoquer la conférence de Charles Onana. Charles Onana, en dehors de son livre, a livré aux Congolais des cartes sur lesquelles on pouvait voir comment les opérations militaires ont été menées déjà en 94 sur toute l'étendue de l'Afrique des Grands Lacs. On pouvait trouver des contingents britanniques sur cette étendue de l'Afrique des Grands Lacs au moment du génocide même. Hein? Vous voyez, ces messieurs-là opèrent comme l'impuku, c'est-à-dire ils vous mordent tout en soufflant un peu d'air pour pouvoir vous distraire et vous endormir. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne croirai jamais dans leur discours. Ce sont des discours hypocrites qui ne nous avanceront jamais. Tant que les rapports des forces nous seront défavorables,
je n'écouterai pas le discours de ces gens-là. C'est le jour où nous pèserons dans leur balance, dans la balance des rapports de force, que nous pourrons traiter d'homme à homme, que je pourrais croire en ce qu'ils disent. Mais maintenant, je ne peux pas. Si le véritable président du Congo avait eu sa légitimité populaire, nous aurions renversé les rapports de force et nous pourrions discuter d'homme à homme et on pourrait les croire. Mais maintenant, les rapports de force nous seront défavorables. Moi, je ne peux jamais croire en ceux qui disent. Pour finir, un mot sur Radio Okapi. Nous avons appris ce matin que le signal de ces médias a été coupé depuis le samedi 1er décembre sur décision du CESAC, dont le président est l'abbé Jean Bosco Bahala. Il est reproché à Radio Okapi d'avoir donné ces derniers jours la parole aux rebelles du M23. Et pour le responsable du CESAC, il s'agit d'une atteinte à la souveraineté de l'État. Dans cette affaire, visiblement, Lambert Mende n'a pas voulu être au premier plan, puisque bon, on l'a pas entendu. Mais on voit bien que certains s'étaient posé la question pourquoi avoir un ministère de la communication tant que la CESAC est là et qu'elle existe. Et très souvent, quand les médias sont fermés, les CESAC et les ministères de la communication se renvoient la balle. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation globalement? Monsieur Ngandou, n'oubliez pas que les ministères de communication ont été créés pour pouvoir fabriquer le consentement dans l'opinion. Il y a un livre de Chomsky très 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 important sur cette question-là, la fabrique du consentement. C'est important de pouvoir le lire. Mais je mets en garde l'abbé Bahala. Vous savez, Monsieur Ngandou, toutes les fois que j'essaie d'animer certaines émissions, beaucoup de nos compatriotes s'en prennent à l'Église catholique. Ils vous citent des noms des prêtres et des évêques qui, pour eux, constituent un contre-témoignage dans tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et nous portons souvent cette charge-là. Nous sommes insultés. Dernièrement, une dame m'a même menacé en disant si elle me rencontre, si elle rencontre un prêtre ou moi-même, elle peut me lyncher. Il y a des confrères prêtres qui aujourd'hui sont en train de participer à la mort de notre pays et c'est très dramatique. Mais donner la parole aux rebelles à une radio à tendance internationale, qu'est-ce que ça fait? Il faudrait qu'on entende tout le monde. On peut ne pas être d'accord avec les points de vue des rebelles, mais c'est mieux qu'ils s'expriment, qu'on sache ce qu'ils disent. Même si moi je n'appelle pas cette histoire-là rébellion, c'est une mutinerie fomentée par le Rwanda pour pouvoir occuper notre pays et poursuivre ce que le Rwanda fait chez nous et ce qu'il a déjà fait avec le RCD, avec l'AFDEL, le RCD, le CNDP, le PPRD et les autres partis politiques satellites. Donc, il y a une responsabilité historique que tous ces messieurs sont en train de prendre, qui ne seront peut-être pas assumés si jamais demain l'histoire les convoquait pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais M. Mbelou, sachant que Radio Okapi est le seul média crédible qui couvre tous les territoires congolais, s'en prendre de telle manière à Radio Okapi, n'est-ce pas une manière pour le pouvoir de réduire totalement, donc d'imposer, ce dont on a parlé tout à l'heure, sa pensée unique. Le pouvoir ne veut pas qu'il y ait une autre voix qui explique toute la situation qu'il y a par rapport à l'est du pays. Mais tout en étant d'accord avec vous, M. Etienne Ngandou, j'irai un peu plus loin. Ce pouvoir usurpateur fraudeur veut abrutir nos populations. Soyez à Kinshasa pour voir ce qui passe à nos télévisions. Les maboké, les histoires de fétiches, des sorciers, la prière. Et un gouvernement responsable, si nous en avions eu un, n'accepterait pas que nos populations puissent être abruties à ce point-là. Mais abrutir nos populations sert ce pouvoir usurpateur parce qu'il n'a pas besoin d'avoir au sein de nos populations des citoyens éveillés qui sachent remettre en question ce qu'il est en train de mener comme action chez nous. Heureusement, Dieu merci, le petit reste, les minorités organisées et agissantes ne dorment ni ne sommeillent.
Elles sont là, au four et au moulin, c'est lent, ça traîne, mais elles finiront par mettre ce pays-là debout. Les minorités organisées et agissantes ne se réduisent pas à des petites actions d'éclat dans le court terme. Elles ont rompu avec le court-termisme, elles opèrent sur le court, moyen et long terme. Mais sans vouloir vous interrompre, il y a bien un ministère au Congo qui a en charge la promotion de la citoyenneté et dont Lambert Mende s'occupe. Et voilà, si ce peuple ne joue pas de toute sa liberté, comment peut-on à la fois prétendre promouvoir la citoyenneté si on ne laisse pas les peuples s'exprimer librement comme il le veut? Monsieur Étienne Ngandou, toutes ces histoires-là, tous ces ministères-là sont des ministères bidons qui ne veulent absolument rien dire. Mende et ses amis ont opté pour l'abrutissement, la mort de nos populations. Un jour, même à titre posthume, ils auront à rendre des comptes à ces populations qui sont en train de martyriser à tort. Très bien, Monsieur Mbelou, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.